me voir? Oui, je voulais vous dire qu'on arrêtait le télétravail, donc il va falloir que vous reveniez au bureau tous les jours. Pardon? Pourquoi? C'est comme ça, je préfère que tout le monde soit là. Mais attendez, ça fait des années que je suis en télétravail. Même avant le Covid, je travaillais déjà comme ça. Oui, bah écoutez, ça va changer, c'est tout. Non, non, mais je refuse. Vous savez très bien que j'habite pas à Paris, je vais pas déménager non plus. Non, mais là, je suis pas en train de vous demander votre autorisation. Donc si à partir de lundi, vous n'êtes pas tous les jours au bureau, ce sera procédure disciplinaire et licenciement. Si tu es en télétravail dans une entreprise depuis plusieurs années, ton employeur ne pourra pas forcément te contraindre à revenir travailler sur site sans ton accord. En fait, quand ton boss change quelque chose, il faut se demander si c'est une modification de ton contrat de travail ou une modification de tes conditions de travail. Et ici, dans certains cas, il faudra ton accord pour que tu reviennes travailler sur site, parce que ça peut être une modification de ton contrat de travail. Et ça, peu importe le fait que le télétravail ait été mis par écrit ou pas. Ce qui compte, c'est que ce soit le mode d'exercice de ton travail depuis hyper longtemps. Par contre, pour que ça fonctionne, il faut que tu sois en télétravail depuis vraiment très très longtemps. Donc le fait que tu sois en télétravail depuis quelques temps et par exemple depuis le Covid, c'est possible que ça ne fonctionne pas, surtout que c'était lié à une circonstance un peu exceptionnelle. La jurisprudence n'a pas donné de délai en termes d'années pour déterminer si oui ou non c'est suffisamment long pour être considéré comme une modification du contrat de travail. Il faudra attendre de voir si c'est précisé dans le futur, mais en attendant, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. J'ai un problème, j'ai été acceptée dans absolument aucun master. D'accord, et alors? Bah, je voulais savoir si vous pouviez faire quelque chose pour moi, comme vous êtes le rectorat quand même. Ah non, non, si les facs vous acceptent pas, nous on peut rien faire. Si tu as une licence mais que tu ne trouves pas de Master 1, le droit oblige les rectorats à te proposer un Master. Donc si jamais tu candidates à des Master 1 et que tu es accepté nulle part, tu peux saisir le rectorat pour qu'il te trouve un Master. Par contre, tu dois respecter certaines conditions. Vous aviez bien postulé à 2 établissements différents? Oui, j'avais postulé à Paris 1, Paris 2, à Nanterre. Non, non, mais c'est bon, il m'en faut juste 2 différents. Vous aviez demandé quoi comme master? Un Master 1 droit de la famille et un Master 1 droit des affaires. Parfait, on a bien 2 mentions de master différentes. Et dernière question, vous aviez déposé combien de candidatures? En tout, j'en ai déposé 6. Ok, parfait, bah effectivement, vous pouvez saisir le rectorat. Si tu as postulé dans au moins 2 établissements d'enseignement supérieur différents, que tu as fait au moins 5 candidatures et que tu as choisi au moins 2 masters différents, tu peux saisir le rectorat. En théorie, le rectorat doit te proposer au moins 3 masters 1. Mais le problème, c'est que même si tu saisis le rectorat, ça ne change pas que le nombre de places en master, il reste limité. Il est donc tout à fait possible qu'il n'ait absolument rien à te proposer. Dans ce cas-là, bon bah écoutez, si vous pouvez rien faire pour moi, tant pis, j'irai en justice. Et comme n'être accepté à absolument aucun master, ça a quand même des conséquences, je demanderai des dommages et intérêts. Si le rectorat ne t'accorde aucune place en master malgré ta saisine, tu peux saisir le juge administratif pour demander à ce qu'on respecte ton droit. Pour saisir le rectorat et obtenir une place en master 1, il faut aller sur ce site internet. Et il y a plusieurs autres conditions un peu spécifiques que j'ai pas détaillées dans la vidéo, je vous mets tout en description. Pour plus d'informations dans tes rapports avec l'administration, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Ah, enfin en vacances. Attends, je vais aller voir la piscine. C'est pas du tout ce qu'il y avait sur l'annonce. Attends, j'appelle le mec. Bonjour, je viens d'arriver dans le logement, mais par contre j'ai un gros problème. Votre maison, je l'ai louée parce que vous m'aviez confirmé qu'il y avait une piscine. Oui, et alors? Mais c'est pas du tout une piscine ça, c'est une pataugeoire. Non mais vous ne m'aviez pas demandé la taille. Là il y a de l'eau pour vous rafraîchir, faites pas les difficiles. Là il fait 40 degrés, je vais pas rester 2 semaines dans une maison sans piscine, surtout que j'ai payé pour. Donc je vais chercher un logement ailleurs. Très bien, faites, c'est pas mon problème. Ah si si, c'est votre problème, puisque déjà vous allez me rembourser, et ensuite vous allez me dédommager des frais que je vais dépenser pour aller ailleurs. Si tu loues un logement pour les vacances et qu'une fois que tu y arrives, tu te rends compte qu'au final, le logement il ne correspond pas à la description, première chose à faire, se constituer des preuves. Pour ça, soit tu vas faire appel à un commissaire de justice, soit tu te constitues les preuves toi-même en prenant des photos, des vidéos. Et évidemment, il faut aussi que tu gardes la preuve du descriptif du logement pour montrer que ça ne correspond pas à la réalité. Et avec tous ces éléments, tu pourras demander un dédommagement à la personne qui t'a loué le bien. Pour ça, il faudra que tu lui écrives un courrier que tu vas envoyer par lettre recommandée avec avis de réception. Mais imaginons que ce courrier ne fonctionne pas et que le propriétaire refuse toujours de te rembourser. J'ai bien reçu votre courrier, mais que ce soit bien clair, je vous rembourserai pas. Très bien, bah écoutez, dans ce cas-là, je vais porter plainte. Quand la tromperie est manifeste, évidente, donc qu'en gros du gros, il n'y a vraiment pas de doute sur le fait qu'il y avait une volonté de te rouler quand on a écrit le descriptif, tu peux porter plainte. La personne qui t'a loué le bien, déjà, elle risquera une amende, et en plus de ça, toi tu pourras demander au juge le remboursement de la location et un dédommagement des frais que tu auras engagés pour louer ailleurs. Pour plus d'informations sur ce qui est légal ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Je voulais vous parler de l'erreur de caisse que vous aviez faite hier. Ah oui, je suis vraiment désolée. Oui, enfin ça sert pas à grand chose que vous soyez désolée, c'est pas ça qui va rembourser l'entreprise. Non, non, mais je vais faire plus attention, c'est promis. Oui, bah j'espère bien, mais c'est pas non plus ça qui va régler le problème. Donc juste pour vous prévenir, on va faire une retenue sur salaire. C'est-à-dire qu'on va déduire le montant qui correspond à l'erreur de caisse que vous avez faite de votre salaire. Mais attendez, vous avez pas le droit de faire ça. Ah bah bien sûr que si. Vous faites perdre de l'argent à l'entreprise à cause de vos erreurs, évidemment que c'est vous qui payez. Le code du travail prévoit que les sanctions pécuniaires sont interdites. Ça veut dire que ton employeur n'a pas le droit de te sanctionner financièrement en réduisant ou en supprimant ta rémunération, même si tu commets une faute. Donc si tu fais une erreur de caisse, ton employeur n'a pas le droit de retenir sur ton salaire le montant qui correspond au trou dans la caisse. Et s'il le fait, comme c'est une sanction pécuniaire, il s'expose à une amende de 3 750 €. Non mais écoutez, vous n'avez pas le droit de réaliser une retenue sur mon salaire à cause d'une erreur de caisse, ce serait une sanction pécuniaire et c'est interdit. Bon bah très bien, vous savez quoi, on va oublier la retenue sur salaire, par contre on va lancer une procédure disciplinaire contre vous.
Si tu fais des erreurs de caisse, ton employeur pourra prendre des mesures disciplinaires contre toi, sachant que ces sanctions peuvent aller jusqu'au licenciement en fonction de la gravité et de la fréquence des erreurs de caisse que tu vas commettre. Pour plus d'informations sur ce qui est légal au travail ou pas, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Imagine si la prostitution, c'était légal en France. Bah ça l'est. Pardon. N'importe quoi, tu délires là. C'est pas du tout légal la prostitution. Et si, c'est légal. En France, ce qui est illégal, c'est pas le fait de se prostituer. Les personnes majeures qui proposent librement des services sexuels tarifés ne risquent plus rien au niveau du droit pénal depuis une loi de 2016. Aujourd'hui, ce qui est interdit, c'est le fait de recourir au service d'une personne qui se prostitue. Ce qui est illégal, c'est solliciter, donc demander à quelqu'un, accepter, donc dire oui à une proposition, ou obtenir des relations sexuelles en contrepartie d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, d'un avantage en nature ou d'une promesse d'un avantage en nature. Plusieurs choses hyper importantes découlent de ce que je viens de dire. Déjà, il n'y a pas besoin qu'il y ait eu un rapport sexuel pour que ce soit punissable. Le simple fait de proposer ou d'accepter suffit. Ensuite, il n'y a pas nécessairement besoin d'un paiement en argent. On parle d'une rémunération ou d'un avantage en nature. Donc si tu conviens avec un prostitué que la contrepartie de la prestation sexuelle c'est un iPhone 14 Pro, un job ou un logement, aucun problème, ça compte aussi. Enfin, même s'il n'y a pas eu de transaction en rapport avec la prestation, tu peux être puni à partir du moment où tu as promis que tu donnerais cette contrepartie. Donc si tu vas voir un prostitué et que tu lui dis « si tu me fais je laisse votre imagination remplir le trou, je te donne un iPhone », tu promets une contrepartie en échange de la prestation sexuelle, donc t'es punissable. Au niveau des sanctions maintenant, si t'es un simple client, tu ne risques pas de prison, mais une amende qui est de 1500 €. Mais imaginons que tu sois client d'un prostitué mineur ou d'une personne particulièrement vulnérable, là tu risques 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Donc en résumé, en France depuis 2016, ce qui est interdit c'est d'être client d'un prostitué, mais pas de proposer des services de prostitution. Oui bonjour, je suis passager du TGV qui est retardé Paris-Marseille. Ça fait déjà 1 heure qu'on attend là, est-ce que vous savez quand il va arriver ou pas du tout? Non désolé, c'est un problème technique, on sait pas quand est-ce qu'il arrive. D'accord, il y a quelque chose en compensation ou... Ah non, on peut rien faire de plus pour vous, il faudra juste attendre. Si ton train a plus d'1 heure de retard, tu as le droit à des repas et à des rafraîchissements. Et si jamais un séjour est nécessaire parce que ton train n'arrive pas dans la même journée, tu as le droit à un transport et un hébergement. Ah non, on peut rien faire de plus pour vous, il faudra juste attendre. Bah non, il faut pas juste attendre, le train a plus d'1 heure de retard, donc j'ai le droit à un repas. Ah, oui. Et d'ailleurs, avec le retard, je vais rater ma correspondance. Donc comment ça se passe? Vous remboursez la correspondance manquée ou le nouveau trajet que je vais devoir acheter? Ah non, madame, on pourra rien faire pour votre correspondance. Si le retard du train te fait rater ta correspondance, tu as le droit au remboursement du moyen de transport que tu vas racheter en remplacement de la correspondance que tu avais prévue de base. Ah et d'ailleurs, dernière question, il y a eu une indemnisation, un remboursement, quelque chose comme ça? Comment ça? Bah le train a plus d'1 heure de retard et on sait pas quand il va arriver. Donc je vais bien être compensé financièrement vu que j'ai acheté quelque chose qui n'est pas arrivé à l'heure. Tu as le droit à une indemnisation du prix du billet de 25% si le train a entre 1 heure et 2 heures de retard, et de 50% si le train a plus de 2 heures de retard. Par contre, tu ne seras pas indemnisé si tu choisis de ne pas attendre le train et donc d'être remboursé. Pour plus d'infos, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Bah écoutez, ça m'a l'air nickel, hein. Sauf là, je vois quelques trous que vous n'avez pas rebouchés, comme dans la chambre d'ailleurs. Je suis désolée, je les ai oubliés. Bah écoutez, je les note juste dans l'état des lieux, mais vous inquiétez pas, hein, ça change rien. Et vous pensez que je recevrai la caution quand, à peu près? D'ici la semaine prochaine, on va vous la rendre rapidement. Je vous appelle parce que je viens de recevoir le virement de la caution. Je viens de voir que vous aviez gardé 150 €. Oui, absolument. En fait, il y avait quelques dégradations, donc c'est le montant qu'on a retenu pour faire les travaux. Mais attendez, quelle dégradation? Bah, les trous dans le mur que vous n'avez pas rebouchés, il y avait 6 trous et c'est 25 € par trou. 25 € par trou? Mais vous plaisantez, j'espère. Vous n'aviez qu'à les reboucher avant de partir. Non, mais attendez, comment vous arrivez à 25 € par trou? Parce que là, j'aimerais bien comprendre quand même. Écoutez, on va arrêter là, j'ai pas à me justifier. Quand ton propriétaire garde de l'argent sur le dépôt de garantie, qu'on appelle plus souvent la caution, il ne doit garder que l'argent qui est nécessaire à la remise en état du logement, pas plus. Et toi, tu as la possibilité de vérifier que le montant qui a été retenu correspond bien au montant des travaux qui ont été engagés par le propriétaire pour remettre le logement en état. Puisque quand le propriétaire, il retient une somme sur le dépôt de garantie, il doit justifier du montant des retenues, par exemple avec des devis ou des factures. Et te transmettre ces justificatifs, c'est pas optionnel pour le propriétaire, c'est une obligation. Pour plus d'informations sur les relations propriétaire-locataire, abonne-toi pour mieux comprendre le droit. Je t'appelle parce que j'ai pas reçu la pension alimentaire de notre fille. Ah, mais je vais plus te la verser en fait. Mais comment ça tu vas plus la verser? Mais tu délires. Monsieur a cru qu'il pouvait arrêter de la verser quand il voulait. Bah bien sûr que je peux décider d'arrêter de la verser. Elle a eu 18 ans Amélie, hein, ça y est, c'est plus une enfant. Je suis plus obligée de te donner une pension. Même si ton enfant devient majeur, ça ne justifie pas juridiquement d'arrêter de verser une pension alimentaire. Et si jamais tu arrêtes de la payer pendant plus de 2 mois... Quoi? Ah bah c'est toujours pour la pension alimentaire, ça fait 3 mois que je l'attends là. Mais je te l'ai dit la dernière fois, quand elle est majeure, je te verserai plus rien là. Bon bah très bien, si c'est comme ça, tu sais quoi, je vais porter plainte pour abandon de famille et puis on verra bien. Mais comment ça, abandon de famille? On est divorcés, on n'est plus une famille, hein, donc je risque absolument rien. Pour être libéré d'une pension alimentaire, il faut saisir le juge aux affaires familiales. Et devant ce juge, il faudra que tu prouves que l'enfant auquel tu verses une pension n'est plus à la charge de l'autre parent, même s'il est majeur. Donc en gros, les enfants subviennent seuls à leurs besoins. Et si jamais tu arrêtes de verser la pension alimentaire pendant plus de 2 mois sans qu'un juge soit venu supprimer cette obligation de pension alimentaire, tu risques 15 000 € d'amende et 2 ans d'emprisonnement pour abandon de famille. Pour plus d'informations sur les relations parents-enfants, abonne-toi pour mieux comprendre le droit.
Dites-moi, la femme qui sort de l'appartement tous les matins, c'est qui? Pardon? Bah, y a bien une femme qui est venue chez vous il y a une semaine avec des valises et qui est pas partie encore. Mais attendez, vous m'espionnez? Alors non, je ne vous espionne pas. Mais je vous rappelle que je suis le propriétaire quand même, hein. Ici c'est chez moi, donc j'ai bien le droit de savoir ce qui s'y passe. Et du coup, qu'est-ce qui vous dérange? Je comprends pas. Bah, j'aimerais bien savoir qui c'est cette personne et pourquoi elle vient et elle part 2 fois par jour. Alors même si je suis pas obligée de vous répondre, je vais le faire pour que cette conversation s'arrête. Cette femme, c'est ma sœur qui est arrivée à l'appartement il y a une semaine et qui va y rester un certain temps. Qui va y rester? Comment ça? Elle a plus d'appartement, donc elle va rester chez moi pendant quelques temps. Alors déjà, c'est pas chez vous, mais chez moi. Je vous rappelle que le propriétaire, c'est Bibi. Vous êtes simple locataire. Donc c'est mes règles qui comptent et je ne veux que vous n'hébergiez personne. C'est écrit dans le bail pourtant. Donc peu importe que ce soit des amis, de la famille, je m'en fous. Je ne veux que vous dans l'appartement. Mais attendez, vous n'avez pas le droit de m'imposer ça. Bien sûr que si, j'ai le droit aux dernières nouvelles. Ici c'est chez moi, donc je fais ce que je veux. Donc je vous préviens, hein, si ça se reproduit, je vous vire de l'appartement. Je romprai le bail et je chercherai un nouveau locataire. Ton propriétaire n'a pas le droit de t'interdire d'héberger quelqu'un dans ton logement, et même s'il met cette interdiction dans le bail, tu pourras continuer à rester dans le logement et continuer à héberger la personne chez toi, parce que cette clause dans ton contrat serait considérée comme abusive, donc on va faire comme si elle n'avait jamais existé. Par contre, si tu héberges quelqu'un chez toi, il faut que ce soit à titre gratuit, parce que si tu fais payer un loyer à la personne que tu héberges, ça devient de la sous-location, et dans ce cas-là, l'accord de ton propriétaire est nécessaire. Il y a plein d'autres choses que ton propriétaire n'a pas le droit de t'interdire. Si ça t'intéresse, abonne-toi pour mieux comprendre le droit.